Tour de table, donc Jean-Marc Delacoste, donc c'est vous qui avez pris la parole. Vous êtes un peu le porte-parole du Rassemblement national sur les affaires budgétaires. Donc vous avez évidemment expliqué votre vote contre dans des termes que vous allez nous développer, c'est-à-dire que pour vous, Néoterra relève d'un totalitarisme écologique. Donc au moins, les choses sont claires avec vous. Oui, tout à fait. Pas seulement d'ailleurs, mais principalement certainement. Pour nous, la gestion de la région n'est pas une gestion satisfaisante. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois. Chaque année, nous le répétons. Chaque année, nous constatons une situation qui tente à s'aggraver, même si la région n'est pas au bord du gouffre, tout le monde en conviendra, bien entendu. Mais toutes les régions en France, c'est valable pour toutes les régions en France. Il y a eu une exception, c'était celle de Madame Royal, n'en parlons plus. Mais autrement, je dirais, c'est pas difficile de maintenir une région financièrement en équilibre. Tout dépend tout de même des objectifs politiques qui sont annoncés. Alors nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de la région sur deux plans. D'abord, sur un plan de stricte gestion financière, l'épargne brute, l'endettement, on a dit beaucoup de choses là-dessus. L'épargne brute diminue de façon très sensible, moins 22%, si même. Peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est l'épargne brute. Tout le monde, parmi nos auditeurs, ne sait pas forcément ce qu'est l'épargne brute. Grosso modo, et pour faire très très court, voilà. C'est la capacité de se désendetter, c'est la capacité de rembourser ses emprunts, c'est la marge de manœuvre que nous gardons, que la région garde, pour être en bonne santé financière. Si vous voulez. Alors, cette épargne brute diminue. Bon. Elle n'est pas encore à un niveau catastrophique, mais elle diminue et les perspectives pour les années qui viennent nous considérons qu'elles sont dangereuses. Bon. Il y a l'épargne brute, il y a l'endettement. L'endettement devient considérable, nous le signalons chaque année, et chaque année un peu plus. Qui dit endettement dit capacité de désendettement corrélativement. Et là aussi, la capacité de désendettement de la région pour nous, s'aggrave d'année en année. La Cour des comptes, me semble-t-il, a souligné tout récemment dans son rapport qu'on allait vers l'horizon 2021-2022 une capacité de désendettement de plus de 6 années, ce qui tente à approcher le niveau d'alerte considéré comme moyen dans les collectivités publiques. Bon. Donc pour nous, la gestion purement financière est sujette à caution et en tout cas source d'inquiétude. Vous me direz, d'année en année, le président Roussel rappelait, chaque année, les inquiétudes se font jour et puis on s'aperçoit en effet que la région n'est pas fondamentalement tombée, de paiement, mais ça s'aggrave à chaque fois. Oui. Voilà. Alors où va-t-on? Et c'est là où nous faisons porter la critique principale, avec précisément cette feuille de route qu'on a baptisé Néoterra, que nous contestons formellement, d'abord parce qu'on ne sait pas où on va avec ça. Une espèce de fourre-tout gigantesque. On voit bien l'axe, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Auquel vous ne croyez pas. Alors, on nous a caricaturé souvent sur cette... Mais je vais vous dire très précisément. Nous ne contestons évidemment pas le réchauffement climatique. Tout à chacun peut le constater d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers. Mais ce que nous contestons, c'est l'activité de l'homme qui en serait, l'activité humaine qui en serait le principal moteur. Non. Alors enfin, on nous balance c'est la définition. Les GIEC, les 450 experts du GIEC. C'est la définition du climato-scepticisme quand même, de dire que c'est pas l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, c'est la base du climato-scepticisme. Oui, mais on nous a souvent caricaturé en disant que nous contestons même le réchauffement climatique, ce qui est faux. D'accord. Bon, voilà. Tout simplement, nous essayons de rester raisonnables et de garder notre sang-froid. Nous contestons en tout cas le discours unique, la doxa officielle, qui émane du GIEC, de ce rassemblement de 450 experts mondiaux, paraît-il. Il y a eu beaucoup d'articles de presse dans les médias divers et variés qui font état et qui donnent la parole d'ailleurs à d'autres experts qui ne sont pas forcément d'accord avec les conclusions du GIEC. D'accord, donc pour en revenir au budget... Pour en revenir au budget, on a fait cette digression à votre demande, mais pour en revenir au budget, nous, ce qui nous inquiète principalement dans cette évolution budgétaire d'année en année, et qui nous projette assez loin, mais on ne sait pas quand, par définition, parce que
la lutte contre la soi-disant lutte contre le réchauffement climatique, en supposant qu'on puisse y parvenir, qu'on puisse quelque chose à notre modeste mesure humaine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Personne n'a eu, d'ailleurs, dans ces experts officiels, l'occasion de souligner peut-être l'action du soleil. Alors, pour revenir au budget, voilà, ce qui était, pour faire court maintenant, ce qui nous inquiète principalement, c'est que ce grand fourre-tout qu'est la feuille de route Néoterra, on ne sait pas où ça nous mène. On voit d'ores et déjà qu'il y a 69-70 millions d'autorisations d'engagement de paiement pour cette première année, ce qui est normal, moi je ne conteste pas. Mais où va-t-on Alors justement, et ça ne pourra, à notre avis, que c'est là où nos inquiétudes sont terribles, parce que ça risque, nous disons que ça risque de devenir un véritable tonneau des Danaïdes, cette affaire Néoterra. Voilà. Donc, vous n'êtes évidemment pas le seul, votre voisin aussi l'est. Vous pensez que les difficultés budgétaires de la Nouvelle-Aquitaine sont aussi liées à la fusion des régions, puisque vous, on le sait, au Rassemblement national, vous étiez totalement hostile à la fusion des régions. Déjà, je ne suis pas sûr que vous voyez les régions d'un très bon œil, mais alors en plus, les maxi-régions, effectivement, c'est encore pire. Donc, finalement, ces difficultés que vous dénoncez et que vous redoutez, pour vous, au-delà du cas Néoterra, dont on a bien compris que vous en étiez un adversaire résolu, ça vient aussi de la fusion des régions, même si on ne va pas refaire le débat sur la fusion des régions. Maintenant, elles ont fusionné. On va pas éternellement parler de ça, refaire le match. Mais enfin, en tout cas, pour vous, ça fait partie des explications des problèmes budgétaires que vous soulevez. Oui, alors, vous avez parfaitement raison de souligner que au Rassemblement national, nous l'avons toujours dit, et nous restons sur cette opinion, que pour des raisons de proximité avec la population, nous restons attachés aux collectivités territoriales que sont la commune, le département et l'État, au-dessus de tout cela. Pour nous, les régions ne devraient avoir qu'un rôle mineur de coordination des différentes politiques départementales. Donc si nous arrivons au pouvoir, ce qui est d'ailleurs pas forcément impossible si on en croit quelques sondages qui commencent à sortir pour 2022, je ne crois pas un des résultats serait une suppression des régions, mais certainement une révision des grandes compétences au profit des collectivités territoriales de proximité que sont le département et la commune. Ceci étant, nous avons exprimé évidemment 2 fois plutôt qu'une notre hostilité à la fusion de cette grande région aquitaine, comme la fusion de 3 autres grandes régions. Je ne dis pas que c'est à l'origine de la dégradation financière des comptes de la région, non, mais il faut souligner tout de même que c'était un grand mensonge d'État. L'État nous avait vendu la fusion de ces grandes régions comme étant source d'économies d'échelle extrêmement importantes. Non seulement ce n'est pas vrai, mais on assiste à une augmentation des dépenses de fonctionnement. On ne sait pas quoi faire des sièges des anciennes grandes régions. Ce sont de grands palais vides. Il faudra bien y réfléchir un jour. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais enfin, tout ça coûte cher. Le personnel de la nouvelle région reste en poste, je dirais, dans les anciennes capitales régionales. Tout ça ne me paraît pas conforme à ce que l'État nous avait vendu à l'époque. Bon, ceci étant, c'est un point financier, surtout en ce qui nous concerne avec Poitou-Charentes. Je rends grâce au président Rousset d'avoir plutôt bien géré dans l'ensemble la fusion avec Poitou-Charentes, malgré la mauvaise situation financière qui nous était léguée. Mais il ne reste pas moins que sur le fond, je pense que les finances publiques, au sens général, au sens global du terme, auraient tout à gagner à une meilleure répartition des compétences entre la commune, le département et les régions d'un nouveau style que probablement nous mettrions sur pied pour des raisons de proximité. On voit bien que cette immense grande région qui va de Bayonne à Saumur, pratiquement, c'est un non-sens. Alors on voit bien que le président Rousset se prend parfois pour le grand-duc d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine. Bon, on refait, c'est vrai que ça a un sens historique. Il faut remonter au Moyen-Âge. C'est pas ce qu'on appelle la modernité. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on appelle la proximité. Voilà ce que nous pensons.
Bon, on verra si Alain Rousset est satisfait d'être comparé à Aliénor d'Aquitaine. Je ne suis pas persuadé que ça flatte sa virilité, mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Pour vous, quelles auraient été les priorités pour ce budget 2020 ? Est-ce que, voilà, je vous repose à vous aussi la question, est-ce que faire de la jeunesse, de l'éducation, de la formation professionnelle, qui sont des compétences régionales importantes, est-ce que vous estimez qu'elles sont correctement traitées dans ce budget 2020, ou est-ce que vous estimez qu'il aurait fallu faire plus ? Et vous avez 3 minutes. Alors, je vais d'abord rebondir sur un propos de notre collègue Delpera. Je vois que, malgré le girondinisme affiché de la gauche majoritaire et l'anti-jacobinisme affiché, on a quand même toujours besoin de l'État à un moment donné. Absolument. Bon. Je ne suis pas un farouche jacobin, je ne suis pas non plus un farouche girondin. Je crois que c'est notre philosophie générale. Et pour répondre plus directement à votre question, je vous renvoie à mes propos de tout à l'heure, il y a un instant. Dans un monde idéal, puisque vous avez repris ce terme, pour nous, une meilleure répartition des compétences serait certainement plus efficiente. Ceci étant, une meilleure répartition des compétences entre les régions, nouvelles formules telles que nous les imaginons, les départements, les communes. Tiens, un exemple, les transports scolaires, qui, depuis la loi NOTRe, rentrent dans le champ de compétences de la région. On s'est vite aperçu que la région était incapable de gérer les transports scolaires. Et finalement, on se retrouve avec une sous-traitance avec les départements. Bon. Alors tout ça n'est pas très malin, si je puis dire. Bon. Et puis surtout, sur un plan politique général... Ça, sans vouloir me tromper, je crois que c'était prévu dans la loi NOTRe que les régions pourraient sous-traiter de toute façon. Oui, non, mais bien sûr, mais alors... Bon, pourquoi avoir inscrit cette nouvelle compétence ? Ça ne sert à rien. Bon. Et on voit bien, on en revient au problème de proximité, on voit bien que ça me paraît du bon sens. La région, avec sa taille énorme, est évidemment incapable de gérer dans le détail les transports scolaires, qui ne sont pas faciles à régler, bien évidemment. Et le département est évidemment beaucoup mieux pourvu pour assurer cette tâche. Moi, je voudrais revenir sur une notion fondamentale, si vous me permettez. C'est un propos très politique et qui explique notre opposition d'une façon générale à ces grandes régions, à ces régions tout simplement. Ces régions, et celle-ci particulièrement, Nouvelle-Aquitaine, incarnée par le président Rousset, on sent bien la propension qu'il a à faire un tas de choses, à élargir son champ de compétences. On a même été, il y a quelques mois encore, ça a disparu un peu, mais ça risque de ressurgir. On a même été jusqu'à parler, les services de la région, l'exécutif de la région, d'une diplomatie régionale. Bon. Alors on le voit bien à travers ce qu'on appelle la coopération internationale avec tel ou tel pays ou telle région, contre lesquelles nous nous opposons farouchement, considérant que ce sont des prérogatives régaliennes, des prérogatives de l'État. Tout de même, il y a quelques mois de cela, au début de l'année 2019, me semble-t-il, on nous a asséné, littéralement, qu'il fallait aller vers une véritable diplomatie régionale. Alors où va-t-on ? C'est pour ça que je parlais du duc d'Aquitaine ou d'Aliénor d'Aquitaine, n'est-ce pas ? Alors pour nous, ce développement, cette propension naturelle, d'ailleurs, moi je serais à la place du président Rousset, ce serait une grande tentation, très certainement. Mais très certainement. Ouais. Mais quand on réfléchit bien, c'est la mort de la nation française. C'est le but affiché des promoteurs de cette grande région et du président Rousset en particulier. Ces super grandes régions tendent à passer au second plan, l'action de l'État, à l'exemple des Länder allemands. Bon, ce n'est pas du tout notre idéal. Nous sommes des patriotes français, nous sommes attachés à la nation française. Bon,